La pluie nocturne s'abattait sur le pare-brise, le sifflement des pneus sur la route de gravier portait une sombre prémonition. David Hawthorne, un magnate de l'énergie, venait de dépasser une rangée d'entrepôts abandonnés lorsqu'un petit garçon trempé surgit d'une porte rouillée, les yeux grands ouverts implorant de l'aide. Lorsque le garçon, haletant, dit que sa mère était ligotée, David se précipita, ne se doutant jamais qu'à quelques pas de là, il se retrouverait face à une obscurité que toute la ville craignait. Cette nuit-là, la pluie tombait à verse, chaque goutte lourde claquant contre la vitre et brouillant la route défoncée et jonchée de pierres menant au quartier d'entrepôts désaffectés, au nord de Portland. David Hawthorne, 54 ans, grand, large d'épaules et les cheveux parsemés d'argent, venait de quitter une réunion tendue concernant un nouveau projet hydroélectrique. Il avait choisi ce raccourci, une option que maintenant, alors que son imposant Range Rover luttait à travers les flaques boueuses d'eau de pluie opaque, il commençait à regretter. Soudain, une minuscule silhouette, trempée jusqu'aux os, s'élança de l'interstice étroit de la porte rouillée de l'entrepôt 47. C'était un garçon, peut-être 6 ans, ses vêtements couverts de boue, les yeux écarquillés et effrayés alors qu'il jetait un coup d'œil par-dessus son épaule vers l'obscurité intérieure. La scène fut si soudaine que David pila, le 4x4 s'immobilisant brusquement sur la route glissante. Il ouvrit la portière, sortant sous l'averse sans réfléchir. « Ça va, gamin ?» appela David, sa voix s'élevant au-dessus de la pluie et du sifflement du vent. Le garçon, David apprendrait plus tard qu'il s'appelait Ethan, haletait, ses lèvres bleuies par le froid et la peur. Son petit bras trembla alors qu'il montrait le noir béant de la porte de l'entrepôt. Ma maman. Elle est ligotée. Plus de mots, plus d'hésitation. David verrouilla le 4x4, activa l'application lampe de poche sur son téléphone et suivit Ethan à travers une parcelle de béton taché d'huile vers l'entrepôt 47. La porte en tôle ondulée gémit et grinça alors que David la forçait à s'ouvrir. Une vague de moisissure, d'essence éventée et de poussière le frappa de plein fouet. À l'intérieur, un seul vieux néon clignotait de manière erratique, projetant une lumière jaune maladive qui allait et venait. David balaya le sol du regard, un mégot de cigarette encore fumant, une bouteille d'eau en plastique à moitié vide, des morceaux de corde en nylon éparpillés sur le sol, des signes que quelqu'un était passé par là et était parti précipitamment. Le faisceau de sa lampe de poche coupa dans le coin le plus éloigné. Une silhouette gisait recroquevillée. David estima qu'elle avait la trentaine, Claire Holt. Elle était sur le côté, les poignets et les chevilles fermement ligotés avec une corde grossière. Sa robe bleue était déchirée, et une tache de sang sombre et humide s'étalait sous sa jambe. Il tomba à genoux, sortit son couteau pliant de sa poche et trancha les cordes. Ethan était juste derrière lui, la petite main glacée du garçon agrippant sa jambe de pantalon. David vérifia son pouls, cherchant tout signe qu'elle était consciente. Ses yeux se sont ouverts faiblement, puis se sont refermés. Pour arrêter l'hémorragie sur sa jambe, David s'apprêtait à soulever sa robe, juste assez pour voir la blessure. Mais Ethan, agissant par instinct, s'interposa soudainement entre eux, sa petite voix brisée par la peur et une sorte de honte brute, protectrice envers sa mère. « S'il vous plaît, ne soulevez pas la robe de ma maman. » David se figea. Il regarda droit dans les yeux paniqués d'Ethan et dit calmement « Je veux juste l'aider. » Leurs regards se croisèrent, une compréhension silencieuse passa entre eux. Le garçon recula d'un demi-pas mais resta planté là, gardant. David souleva l'ourlet avec précaution, juste assez pour voir ce qu'il fallait, et là, son estomac se noua. Sur le haut de la cuisse, rouge et cloquée sur les bords, se trouvait une marque au fer rouge. Les lettres étaient inconfondables, propriété DER. Callaway. Le visage de David se durcit. Richard Callaway. Le nom seul était une ombre, le tristement célèbre baron de l'immobilier et du bois, la corruption, les combines en coulisses, les liens avec le crime organisé toujours chuchotés, jamais prononcés trop fort. Les yeux de Claire se rouvrirent à peine, ses lèvres pâles et tremblantes. « Claire Holt » murmura-t-elle, avant de retomber dans l'inconscience. Un souvenir frappa David de plein fouet, Laura, sa propre sœur, ses yeux désespérés. Cette nuit-là, elle avait frappé à sa porte pour demander de l'aide. Cette nuit-là, il avait hésité. Cette nuit-là, il était arrivé trop tard. Pas cette fois. David souleva Claire dans ses bras, prit la petite main glacée d'Ethan dans sa main libre et les conduisit tous deux sous la pluie battante. Ils se hâtèrent vers le Range Rover. Alors que le 4x4 avançait, David aperçut dans le rétroviseur une camionnette blanche, sans plaque,
glissant vers les entrepôts, se déplaçant avec la prudence lente d'un prédateur. Puis, dans le doux ronronnement de l'habitacle, un son attira son regard vers le bas. Sur le plancher se trouvait un téléphone, inconnu, probablement tombé de la poche de Claire lorsqu'il l'avait soulevé. L'écran s'illumina d'un nouveau SMS, seulement 3 mots, aussi tranchants et froids qu'une lame. « C'est fait, Kirk ?» D'un numéro inconnu. Le 4x4 freina brusquement devant la West End Clinic, ses phares inondant l'enseigne en laiton usé. David sortit Claire du véhicule avec une stabilité prudente, Ethan s'accrochant fermement à sa jambe. Maria Gonzalez, une femme d'âge mûr aux cheveux noirs sagement attachés et au regard vif, les attendait déjà aux portes. C'était une médecin privée à qui David faisait implicitement confiance, quelqu'un qui gardait tout secret et opérait entièrement en dehors du système. « Vite, à l'intérieur !» claqua Maria, faisant signe à une infirmière de faire rouler un brancard. Ce qui suivit se déroula rapidement, dans un silence lourd de tension. Maria et l'infirmière travaillaient en synchronisation parfaite, déplaçant Claire dans la salle d'intervention. Dans la salle d'attente, le temps s'étira comme des siècles. David tenta de calmer Ethan, qui était recroquevillé sur une chaise, les yeux toujours écarquillés par la peur. David lui tendit une tasse d'eau chaude, une serviette sèche et un sweat à capuche de rechange de la clinique, juste à la bonne taille pour cacher la saleté sur les vêtements du garçon. « Tu vas bien, Ethan ?» demanda David, sa voix basse et posée. Ethan acquiesça d'un petit signe de tête, ses mains tremblant encore en prenant le sweat à capuche. De la salle d'intervention, Maria émergea, enlevant ses gants. Elle n'était pas en très bonne forme à son arrivée, mais elle va mieux maintenant. « Comptez-vous appeler le 911, David ?» David hésita. La question de Maria résonnait dans son esprit, mais en même temps, une profonde lassitude le saisit. Richard Callaway, un homme assez influent pour s'infiltrer dans n'importe quel recoin du système. Si la police était impliquée maintenant, qui pourrait garantir que l'information ne fuirait pas? Qui pourrait promettre que Claire et Ethan seraient en sécurité? Non, dit David finalement, son ton ferme. Pas encore. Je dois m'assurer qu'elle est en sécurité avant d'impliquer qui que ce soit d'autre. Il marqua une pause, puis ajouta, « Pouvez-vous photographier ces blessures, les crypter et les envoyer à un contact médical de confiance, afin que nous ayons un enregistrement horodaté ?» Maria acquiesça, comprenant. Bien sûr. Un coup soudain à la porte d'entrée fit sursauter David et Maria. Le son résonna dans le silence de la clinique, chargeant l'air d'une tension immédiate. David fut debout en un clin d'œil, les yeux fixés sur l'entrée vitrée. Maria regarda par l'entrebâillement et expira. Juste un livreur. Probablement un colis envoyé à la mauvaise adresse. Dehors se tenait un coursier en uniforme, tenant une boîte en carton. Il frappa de nouveau, cette fois avec un soupçon d'irritation. Maria ouvrit la porte, prit la boîte et la refusa. La tension dans la salle d'attente s'apaisa, mais seulement un instant. De retour à sa place à côté d'Ethan, David encouragea le garçon à siroter du lait chocolaté. Ethan tremblait encore lorsque David écarta une mèche de cheveux humides du front du garçon. Ses yeux s'arrêtèrent sur une légère ecchymose autour du poignet d'Ethan. Cette vue, et le regard effrayé du garçon, le ramena à une autre nuit, Laura, sa sœur. Elle était venue à sa porte pour demander à rester. Elle lui avait parlé des ecchymoses, des menaces. Il avait dit, « Demain, je t'emmènerai à la police. » Le lendemain matin, elle était morte. Officiellement, un accident dans les escaliers. Un vœu silencieux monta dans l'esprit de David, pas encore. Plus jamais. De la salle d'intervention vint du mouvement. Claire était maintenant éveillée. Ses yeux s'ouvrirent, balayant la pièce avec confusion avant de se poser sur David. Sa voix était rauque, à peine audible. Merci. Elle raconta son histoire par fragments hésitants, assez pour que David saisisse le danger. Claire travaillait pour un cabinet de conseil foncier et était tombée sur des dossiers falsifiés liés à Richard Callaway, la preuve qu'il truquait le marché. Elle en avait fait une copie et l'avait enfermé dans un coffre-fort à Seattle 3 semaines auparavant. Elle avait été enlevée par Travis Cole et Derek Voss, 2 des hommes de main de Callaway, qui la pressaient de révéler où la preuve était cachée. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, baissant la voix. Une terreur brute dans ses yeux, ils ont dit que ce serait pire si j'en parlais à qui que ce soit. David acquiesça. Je comprends. Je vous emmènerai, vous et votre garçon,
à Seattle pour récupérer ses fichiers. Maria intervint, saisissant la fin de l'échange. Claire a besoin d'une surveillance étroite, David. Un long voyage n'est pas judicieux en ce moment. Je vais vous préparer une trousse médicale de terrain, bandage compressif, antibiotiques, et si sa température dépasse 38,3 degrés Celsius, vous revenez ici immédiatement. Elle avait à peine terminé que la sonnette arrière retentit. L'infirmière alla vérifier. Quelques minutes plus tard, elle revint, blafarde. Monsieur Osorn, sur le parking, sous votre 4x4, il y a un autre AirTag collé en dessous. David la suivit. Sous le Range Rover, un autre tracker était fermement attaché. Ceux qui étaient après eux ne le filaient pas seulement, ils tendaient des pièges. David retira les deux appareils, les scella dans la boîte de radiographie plombée de la clinique pour couper le signal. Maria orienta la caméra de sécurité vers la rue. De l'autre côté de la route, un homme en casquette de baseball se tenait, son téléphone levé vers l'entrée de la clinique, confirmant l'emplacement. Et puis le téléphone anonyme que David avait trouvé à l'entrepôt 47, celui qui appartenait à Claire, commença à sonner. Sur l'écran, 2 lettres brillaient, RC. La sonnerie déchira le silence de la clinique, aiguë et implacable, comme si elle signalait le premier coup. L'écran affichait « RC ». David regarda Claire, puis Ethan, et fit son choix. Il répondit, activa le haut-parleur. Une voix d'homme se fit entendre, calme au point d'être menaçante, froide et totalement dénuée d'émotion. « Laissez la femme et le disque dur, et je vous laisserai partir. » La voix appartenait à Travis, David le devina. David ne répondit pas. Il fixa le téléphone un instant, puis l'éteignit brusquement et en retira la batterie. Maria avait déjà enregistré le numéro et l'heure de l'appel, se préparant à établir un dossier privé, qui contournerait tout canal public. « Ils savent que nous sommes ici, » dit Maria, sa voix grave. « Nous ne pouvons pas rester à Portland. »« Je sais, » répondit David, jetant un coup d'œil à Claire, allongée faiblement sur le lit de la clinique, et à Ethan, recroquevillé à proximité. « Nous devons partir immédiatement. » Maria commença à énumérer une liste de produits essentiels, gaz, antibiotiques, analgésiques, solutions électrolytiques. Elle prépara également un petit sac pour Ethan, des vêtements propres, un petit ours en peluche et quelques paquets de snacks. « La preuve, » murmura Claire, sa voix faible mais inflexible. « Je l'ai laissé dans un coffre-fort à Seattle, à la Jefferson Street Bank. » Les yeux de David se fixèrent sur elle. « Seattle ? Un coffre-fort ?» Claire acquiesça. « C'est l'endroit le plus sûr auquel j'ai pu penser. J'ai tout copié, les faux contrats, les dossiers fonciers qu'ils visent. Tout est là. » Un plan audacieux se forma instantanément dans l'esprit de David. « Voici l'itinéraire, » dit-il, ses yeux posés. « Nous partons avant l'aube. Prenons LI5 jusqu'à Seattle. Arrêtons-nous à Vancouver, Washington, pour faire réviser la voiture et changer de véhicule dans le garage souterrain d'un grand centre commercial. Nous avons besoin de quelque chose d'autre pour dépister les traqueurs. » Il appela son chauffeur personnel, lui donnant l'ordre de ramener le Range Rover au garage et de sortir la vieille Audi A6, une voiture qui attirait moins l'attention. Pendant que Maria vérifiait les points de suture de Claire une dernière fois, David sortit sur le porche et passa un coup de fil rapide à Samantha Reed, une avocate à qui il faisait confiance. Il ne lui dit pas tout, demandant simplement des conseils temporaires sur la protection des témoins. « Allez à Seattle, David, » dit Samantha. « Je pense que les choses auront plus de sens une fois que vous aurez ce qui se trouve dans cette boîte. » Juste à ce moment-là, le moniteur de sécurité de la clinique s'illumina avec l'image de 2 hommes traînant au fond de l'allée. Une berline sombre était garée à 2 pâtés de maison, feux éteints. Ils étaient là. Maria éteignit immédiatement les lumières du hall d'entrée et ouvrit la sortie arrière. Tout se déroula en silence. David porta Ethan tandis que Claire s'appuyait sur Maria, se traînant vers l'Audi qui les attendait. Tous les 4 David, Claire, Ethan et Maria, conduisant sa propre voiture pour suivre David jusqu'au point de changement de véhicule, se sont éclipsés par l'arrière du parking. L'Audi roula dans la nuit, traversant le pont Frémont et rejoignant LI5. Maria les suivit à distance jusqu'à ce qu'ils atteignent le garage souterrain de Vancouver, où elle remit à David le reste des fournitures médicales de secours, serra brièvement Ethan dans ses bras et rebroussa chemin. David se dirigea vers le nord, vers Seattle. Dans le rétroviseur,
une berline sombre alluma ses phares dès qu'ils rejoignirent l'autoroute. Elle gardait ses distances, ni trop près, ni trop loin. David commença à se faufiler entre les voies, accélérant puis ralentissant, pour voir si elle décrocherait. Elle ne le fit pas. Ethan se réveilla en sursaut des secousses, se frottant les yeux. David le rassura, « Attache-toi, gamin. On va passer sur une route cahoteuse. » Oise signala un embouteillage devant. Sans hésiter, David quitta l'I5 par une sortie isolée. La berline suivit. Les lampadaires se firent rares, l'obscurité s'épaississant jusqu'à engloutir la voiture et ses 3 passagers. Dans le rétroviseur, la berline était toujours là. David savait que c'était la dernière chance. Il appuya à fond sur l'accélérateur. L'Audi fila en avant, puis vira brusquement sur un chemin de traverse étroit, plongeant dans une forêt noire comme l'encre. Il éteignit les phares, ralentit et se fraya un chemin à travers les buissons denses et les virages serrés et sinueux. Derrière lui, la berline, mal familiarisée avec le terrain, continua tout droit, disparaissant dans l'étendue sombre de la route principale. David retint son souffle, écoutant. Le ronronnement de l'autre moteur s'estompa. Ils avaient semé leurs poursuivants. Une pâle lueur de l'aube se leva sur le pare-brise, éclairant le visage fatigué de David. Ils avaient conduit toute la nuit. Enfin, les limites de la ville de Seattle apparurent. Évitant les artères principales, David traversa le pont de Columbia Street, serpenta à travers les routes secondaires et se gara dans le parking souterrain de Jefferson Street. Claire, encore faible, laissa David l'aider à enfiler un large chapeau tricoté qui cachait la majeure partie de son visage. Ethan, englouti par le manteau trop grand que Maria lui avait donné, resta près d'eux, les yeux encore lourds de sommeil, mais brillants de curiosité. « Prêt, Ethan ?» demanda David, d'une voix basse et posée. Le garçon acquiesça, serrant la main de David. Ils entrèrent dans la Jefferson Street Bank, un vieil édifice imposant en pierre grise et aux solides colonnes. À l'intérieur, le holo au plafond était presque vide à cette heure. Claire s'approcha du comptoir, remettant ses documents avec un soin délibéré. La guichetière l'étudia un instant, puis acquiesça et les conduisit dans une petite pièce tapissée de rangées de coffres-forts. Le clic métallique de la serrure résonna, sec et froid, dans l'espace clos. Les mains de Claire tremblèrent alors qu'elle remettait sa clé. L'employé ouvrit la lourde porte en acier. À l'intérieur se trouvait une simple boîte métallique, immobile. Claire y tendit la main et en retira 3 objets, d'abord, un disque dur portable, soigneusement scellé dans un étui anti-choc, ensuite, une épaisse pile de dossiers des contrats originaux avec des signatures authentiques et des sceaux rouges vifs détaillant des transactions louches, des accords fonciers illégaux et des projets de développement fantômes, et troisièmement, un petit carnet relié en cuir, usé par le temps. Claire l'ouvrit, ses doigts effleurant chaque page. David y jeta un coup d'œil, et ses yeux se figèrent. À l'intérieur se trouvaient 27 noms, écrits d'une petite écriture mais précise, des hauts fonctionnaires, des officiers de police supérieurs, des personnalités du monde des affaires bien connues, tous liés à Callaway, avec des numéros et des dates spécifiques méticuleusement notés à côté. Ils ont pris plus de 20 000 acres, murmura Claire, montrant une page dans la pile de fichiers. Sa voix était encore faible, mais elle portait une pointe de fureur. Et ils ne reculeront devant rien pour en obtenir davantage. Les yeux de David s'arrêtèrent sur un nom dans le carnet, Mark Reeves. Le rapport officiel avait parlé de suicide. L'expression de David s'assombrit. Il se souvenait d'avoir lu sur cette affaire un jeune homme d'affaires prometteur qui avait subitement mis fin à ses jours dans des circonstances mystérieuses. Maintenant, les pièces commençaient à s'assembler. « Nous devons confier cela à quelqu'un de confiance immédiatement, » dit David, sa voix ferme. Il appela Samantha Reed, organisant une réunion discrète à Portland. « N'envoyez rien par voie électronique, David, » avertit Samantha. Le réseau de Callaway peut tout intercepter. Alors qu'il quittait la banque, passant devant un bâtiment aux vitres réfléchissantes de l'autre côté de la rue, David s'arrêta net. Dans le miroir flou de la façade, il vit une berline sombre, la même qui les avait suivis depuis Portland, garée à 2 pâtés de maison. Les doigts de Claire se posèrent légèrement sur son bras. L'homme de l'autre côté de la rue. David suivit son regard. Un homme en veste sombre et casquette de baseball se tenait sur le trottoir d'en face, le téléphone levé comme s'il prenait des photos. Il ne se cachait pas, son ouverture était inquiétante. Ethan, toujours agrippé à la main de David, murmura soudain, «
sa petite voix douce, mais qui traversa David comme un éclair, je l'ai vu à l'entrepôt quand ils ont fait mal à maman. David conduisit Claire et Ethan au 3e étage où l'Audi était garé. Le garage était si silencieux que chaque pas résonnait contre le béton. Une faible lumière fluorescente se répandait par taches diffuses, projetant des ombres inégales. Chaque pas semblait être une épreuve pour les nerfs, chaque petit bruit serrait le pouls de David. Lorsqu'ils approchèrent de la voiture, un frisson parcourut l'échine de David. La porte arrière était entr'ouverte. Soudain, une grande silhouette vêtue d'un manteau noir sortit du siège arrière, Travis Cole, le nom que Claire avait mentionné. Son visage était inexpressif, ses yeux perçants comme une lame. Derrière eux, une autre silhouette émergea, bloquant la sortie, Derek Voss, l'autre homme de l'histoire de Claire, aux épaules larges, avec un regard dur et méchant. Ça se termine ici. Vous avez mis votre nez là où il ne faut pas assez longtemps, vieil homme, dit Travis, sa voix calme au point d'être menaçante, ses yeux moqueurs. Sans hésitation, David poussa Ethan vers Claire. Montez dans la voiture. Aboya-t-il. Il sortit son trousseau de clés de sa poche, non pas pour déverrouiller la voiture, mais pour en faire une arme rudimentaire. D'un mouvement rapide, il passa le bord des clés sur le visage de Travis. Une marque rouge barra sa joue. Travis recula en titubant, se tenant le visage, la rage déformant ses traits. David profita du moment pour pivoter, essayant de le dépasser, mais Derek fut plus rapide. Il sortit une matraque paralysante, le crépitement de l'électricité sifflant dans l'air immobile. Claire, la panique s'emparant de sa poitrine, aperçut un extincteur rouge fixé à proximité. Sans réfléchir, elle s'en empara et projeta un nuage de poudre blanche sur le visage de Derek. Il s'étouffa et toussa, ses yeux se fermant hermétiquement. Ethan, agissant par pur instinct, se laissa tomber et roula sous la voiture pour échapper au danger imminent. « Montez dans la voiture, maintenant !» cria de nouveau David, ouvrant brusquement la portière conducteur et poussant Claire et Ethan à l'intérieur. Il plongea sur le siège conducteur sans refermer sa propre porte, sa main se posant vivement sur le levier de vitesse. L'Audi recula en trombe, la porte ouverte frôlant Derek et le déséquilibrant, le projetant à terre. La voiture rugit hors de l'espace. Quelque part derrière eux, une alarme de sécurité commença à hurler, attirée par les cris et le bruit de ferraille. Travis et Derek, réalisant le changement de situation, se fondirent dans les ombres entre les rangées de véhicules garés. David traversa plusieurs pâtés de maisons avant de se garer dans un terrain caché, bien à l'abri des regards. Claire serra Ethan fort, son souffle encore haletant. Tous deux tremblaient, les ecchymoses sur le corps de Claire la faisaient de nouveau souffrir. « Nous ne pouvons pas retourner à Portland maintenant, » dit David, sa voix calme mais empreinte de détermination. « C'est trop dangereux. Nous irons à Olympia. Nous y reposerons. Ce sera plus sûr, du moins pour l'instant. » À peine les mots avaient-ils quitté ses lèvres que le nouveau téléphone que David avait acheté à Seattle, celui qu'il n'utilisait que pour joindre Samantha et Alex, vibra dans sa poche. Un nouveau SMS, numéro inconnu. David l'ouvrit. Une seule ligne, « Je connais chacun de vos mouvements. Arrêtez d'essayer de devenir un héros. » La voiture roula jusqu'à un petit motel, niché à la périphérie d'Olympia, le soleil de fin d'après-midi déversant de l'or sur le toit en tuiles. Après les heures tendues à Seattle, cet endroit semblait être un refuge tranquille où ils pouvaient enfin reprendre leur souffle. David réserva 2 chambres communicantes, une pour Claire et Ethan, et une pour lui-même. Ethan, épuisé, s'endormit dès que sa tête toucha l'oreiller. Claire changea ses bandages, prit des analgésiques. Son visage était encore pâle, mais un infime soupçon d'espoir brillait dans ses yeux. Pendant que Claire se reposait, David passa quelques appels. Le premier fut à Samantha Reed. Il lui fit un bref compte-rendu de la confrontation dans le parking et du fait qu'il détenait maintenant la preuve. « Callaway sait déjà où vous êtes, » dit Samantha, sa voix tendue. Il se rapproche. Le FBI est en action, mais cela prendra du temps. Le suivant fut Alex, un journaliste. David savait que sa nouvelle était pire, Callaway a engagé une équipe de chasseurs d'hommes professionnels, David. Ils ont une liste de tous les motels le long de l'I 5. Ils vous trouveront vite. Un frisson de terreur parcourut l'échine de David. Il jeta un coup d'œil à Ethan, dormant profondément, et à Claire, qui luttait encore pour récupérer. Callaway ne reculerait devant rien.
Dans la chambre de Claire, David s'assit à côté de son lit. Elle était adossée au mur, s'efforçant de réguler sa respiration. Il savait qu'il était temps de tout lui dire, non pour gagner sa sympathie, mais pour renforcer leur détermination. Claire, il y a quelque chose que tu dois savoir. Il y a des années, ma sœur elle s'appelait Laura. Sa voix était basse, empreinte de douleur. Elle a été traitée brutalement par un ex-petit ami, un homme influent comme Callaway. Elle est venue me demander de l'aide, m'a supplié de l'aider à partir. Mais moi, j'ai hésité. Je me suis dit que je devais être prudent, planifier, que me précipiter ne ferait qu'aggraver les choses. Je lui ai dit que je l'aiderais, mais le matin, cette nuit-là, elle était partie. Ils ont dit que c'était un accident, une chute. Il s'arrêta, avalant difficilement. Le chagrin, même après 20 ans, brûlait encore comme si cela s'était passé la veille. J'ai eu une nuit de retard, et parce que j'ai hésité, j'ai perdu ma sœur. Avez-vous déjà vu quelqu'un se relever d'une telle perte? Claire écouta, son regard empreint d'une compréhension profonde et tranquille. Elle était aussi une victime, elle savait ce que c'était d'être coincée par des forces qui prospéraient dans l'ombre. Ils sont dangereux, continua David, sa voix maintenant posée. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent, ou tant que tous ceux qui connaissent leurs secrets ne seront pas partis. Je ne laisserai pas mon erreur se reproduire. Je vous le promets. Juste à ce moment-là, un message de Maria illumina le téléphone de David. Les caméras de sécurité ont repéré quelque chose. Une berline sombre vient d'entrer dans la zone. Au même moment, le téléphone du motel sonna. David entendit la voix du réceptionniste alors qu'il répondait, parlant à une femme qui demandait à réserver une chambre sous un alias. Le nom correspondait à celui que Claire avait utilisé pour s'enregistrer. Il les avait trouvés, et il se rapprochait. Pas le temps de réfléchir. David réveilla immédiatement Ethan. Debout, gamin. Il faut y aller. Le garçon remua, se frottant les yeux. Juste 3 minutes, Ethan, dit David en faisant rapidement ses bagages, rangeant en sécurité les choses les plus importantes, le disque dur et le carnet en cuir. Il conduisit Claire et Ethan par la porte arrière, évitant le hall principal. Ils s'engouffrèrent dans l'étroit chemin de terre derrière le motel et rejoignirent l'autoroute. La voiture traversait la nuit. Dans le rétroviseur, David aperçut l'éclat des phares à une intersection proche, une berline réduisant l'écart sans hésitation. La distance entre eux n'était plus que de quelques centaines de mètres. Les phares de la berline sombre dans le rétroviseur ressemblaient aux yeux immobiles de la mort, se rapprochant. Elle ne gardait plus une distance stable, elle commença à avancer par à-coups, se rapprochant de leur pare-choc. David sentit son rythme cardiaque s'accélérer, mais sa prise sur le volant resta ferme. Ethan s'était rendormi sur le siège arrière, sa tête reposant sur l'épaule de Claire. « Accroche-toi, lui dit David. Puis il relâcha soudain l'accélérateur. La berline derrière eux ne put réagir à temps et fila en un clin d'œil. Dans cette fraction de seconde, David capta la plaque d'immatriculation dans le reflet de la caméra arrière embarquée, un ensemble de chiffres et de lettres claires et nettes, suffisant pour le retrouver. « Je l'ai, dit David, accélérant de nouveau pour maintenir la berline à une distance sûre. Maintenant, il est temps de les semer. Il quitta l'autoroute pour une aire de repos bondée. Des dizaines de camions et de voitures remplissaient le parking. David manœuvra l'Audi dans un espace reculé, hors de la vue de la berline. Il dit à Claire et Ethan de rester à l'intérieur et de verrouiller les portes. « Attendez ici, dit-il. Je reviens tout de suite. » David sortit, marchant nonchalamment vers le dépanneur comme n'importe quel voyageur de passage. La berline sombre apparut quelques instants plus tard, se garant non loin. Travis et Derek en sortirent, leurs yeux balayant le parking. Alors que les deux hommes entraient dans le magasin, David se glissa à l'arrière de leur voiture. De sa poche, il sortit une minuscule micro-caméra magnétique qu'Alex lui avait donnée. Rapidement, il l'attacha sous la berline, la positionnant pour tout enregistrer. Puis quelque chose d'inattendu attira son regard. Dans le coffre, partiellement visible, se trouvait une pile de photographies imprimées. Sans hésiter, David ouvrit le coffre. Ses mains tremblèrent, mais il prit des photos de chaque tirage avec son téléphone, des photos de Claire et Ethan à l'entrepôt, des clichés de David chez lui à l'Ecoswego, même une copie du faux contrat que Claire avait décrit. Il n'avait pas seulement suivi Claire, il suivait David depuis longtemps.
Il envoya immédiatement les images à Alex, ajoutant le message « Urge, trace la source de ces tirages ». David referma le coffre et retourna à l'Audi juste au moment où Travis et Derek sortaient du magasin, leurs yeux balayant toujours le parking. Pendant un instant, il sembla qu'il partait, mais David réalisa trop tard, c'était un piège pour le forcer à sortir. Alors que David sortait de l'aire de repos, un vieux camion délabré, faisant semblant d'être en panne, se déporta soudainement sur la voie principale, la bloquant. C'était un piège. David réagit instantanément, donnant un coup de volant et virant dans la voie suivante, manquant le camion de quelques centimètres. Derrière lui, la berline de Travis et Derek resta bloquée derrière le barrage, incapable de se dégager immédiatement. C'était la seule chance. David appuya à fond, l'Audi filant comme une flèche. Il ne regarda pas en arrière. Après un long tronçon d'autoroute, certain de les avoir semés, David expira et saisit son téléphone. Il appela Samantha. « Découvrez à qui appartient cette plaque, » dit David, récitant la suite de chiffres et de lettres qu'il avait mémorisées. Moins de 5 minutes plus tard, Samantha rappela. « David, cette plaque appartient à une société de camionnage écran de Callaway. Leur bureau principal est à Salem, Oregon. » Salem. Sur l'IE 5. Non loin de l'endroit où il se trouvait. David regarda Claire, puis Ethan, toujours profondément endormi. Cette fois, il n'allait pas attendre. Alors nous nous arrêterons à Salem avant de retourner à Portland. La lumière du matin se déversait sur une rue tranquille de Salem, Oregon. La voiture passa devant une façade de bureau sans prétention, ornée d'une vieille enseigne, Pacific Logistique. David se gara dans une rue latérale, hors de vue du bâtiment. Claire et Ethan étaient assis silencieusement à l'arrière, la tension marquée sur leur visage. « Tu es sûr de ça ?» demanda Claire, sa voix serrée par l'inquiétude. « Nous avons besoin de ce qui est là-dedans, » répondit David sèchement. « Samantha nous rejoindra au coin. Nous resterons en contact avec elle. » Samantha Reed, l'avocate, était arrivée avant eux, sa voiture garée à quelques pâtés de maison. C'était la première fois qu'elle s'immisçait directement dans quelque chose de ce genre, mais la détermination de David et la gravité de l'affaire l'avaient poussé à agir. De l'extérieur, Pacific Logistique ressemblait à n'importe quelle autre entreprise de camionnage, quelques semi-remorques garées devant, la légère odeur de graisse dans l'air. Mais David remarqua quelque chose d'étrange, des caméras de sécurité couvrant chaque angle, bien plus qu'une entreprise de ce type n'en aurait besoin. Il sortit et descendit l'étroite allée le long du bâtiment. Dans le coffre de la berline de Travis et Derek, il avait eu la chance de trouver une petite carte magnétique. Il la glissa dans le lecteur de la porte latérale. Un léger bip, et la porte s'ouvrit. « Vas-y » murmura David. Claire resta postée à l'extérieur, balayant la rue dans toutes les directions. Ethan s'accrocha à sa jambe, ses yeux écarquillés fixés sur l'obscurité au-delà de l'embrasure de la porte. À l'intérieur, David se retrouva dans une salle d'archives compacte. Des rangées de classeurs métalliques tapissaient les murs, l'air était lourd de l'odeur de vieux papier et de poussière. Il commença à chercher méthodiquement. D'épais dossiers contenaient des cartes topographiques, des listes de clients qui n'étaient que des sociétés écrans, et des états financiers complexes. Tout était conçu pour dissimuler, mais David savait qu'il y avait des indices enfouis ici. Ses yeux se figèrent sur un dossier épais, bleu foncé, sur lequel étaient inscrits les mots « RC Private ». Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une pile de reçus de virements bancaires vers des dizaines de comptes bancaires différents, chacun citant des hauts fonctionnaires, des commandants de police, et même plusieurs juges. À côté se trouvaient des photographies de réunions secrètes, les visages d'hommes et de femmes puissants pris en flagrant délit d'avidité et de conspiration. David sentit la colère monter comme une chaleur dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement une acquisition illégale de terre, c'était une toile tentaculaire de corruption, pourrissant profondément dans les rouages du gouvernement. Et puis il le vit, une petite clé USB étiquetée « AirDash Full Contract ». David la brancha sur la tablette qu'il portait. À l'intérieur se trouvaient tous les faux contrats et transactions frauduleuses que Claire avait décrits. Et avec eux, un fichier audio. David appuya sur lecture. La voix de Richard Callaway se fit entendre en premier, froide, autoritaire. Puis vinrent les voix de Travis et Derek. Ils discutaient de la manière de nettoyer Holt, de la forcer à révéler son secret, et de la manière de s'occuper d'elle, si elle refusait. Le rire moqueur de Travis,
Les menaces grondantes de Derek. Dehors, en sentinelle, Claire se figea au son. Elle avait déjà entendu cette voix, à l'intérieur de l'entrepôt quand il l'avait battue. Ce sont eux. Murmura-t-elle, le visage pâle. David arrêta la lecture. Ce n'était pas seulement une preuve écrite, c'était la preuve du complot lui-même, la preuve de leur brutalité. Juste à ce moment-là, un son vint de la porte du bureau principal, le déclic d'une serrure qui tourne. Quelqu'un entrait. « Allons-y », dit David calmement, prenant la clé USB et saisissant la main de Claire. Ils se glissèrent par la porte latérale, la refermant doucement derrière eux. David ne regarda pas en arrière. Il courut droit vers le coin où Samantha attendait. La voiture de Samantha Reed s'arrêta au moment exact où ils l'atteignirent. David ouvrit la porte arrière, poussa Claire et Ethan à l'intérieur, et sauta sur le siège passager. Samantha appuya sur l'accélérateur, la voiture se fondant dans la circulation. La lumière du soir déclinait, jetant une lueur rougeâtre sur les fenêtres du bureau de terrain temporaire du FBI à la périphérie de Portland. À l'intérieur, l'air était tendu comme une corde, imprégné de l'anticipation silencieuse d'une fin enfin à portée de main. David, Samantha, Alex et Claire étaient assis en face de l'agent spécial Karen Douglas, une femme aux cheveux soigneusement coupés et aux yeux vifs et expérimentés. Sur la table était posée la clé USB que David avait récupérée à Salem, ainsi que les photographies et les enregistrements audio, le tout soigneusement arrangé. Après avoir examiné chaque document et rejoué chaque extrait avec soin, Karen fit un signe de tête ferme. « C'est suffisant pour le faire tomber, » dit-elle, sa voix basse et certaine. Richard Callaway ne s'en tirera pas cette fois. Une vague de soulagement traversa la pièce, enfin, la justice avait une réelle chance. Le plan fut mis en mouvement rapidement. L'équipe du FBI se divisa en 3 unités pour encercler la propriété au bord du lac de Callaway. David monta avec Karen et un groupe d'agents d'élite. Ils connaissaient les habitudes de Callaway, chaque recoin du manoir qu'ils traitaient comme une forteresse. Claire et Ethan, après tout ce qu'ils avaient enduré, furent ramenés au quartier général par une agente du FBI, mis sous la protection de l'agence. Tout fut mis en mouvement rapidement pour atteindre la cible à temps. La nuit enveloppait la propriété au bord du lac, une légère brume s'élevant sur l'eau, donnant à la demeure d'un baron du crime un air étrange, presque spectral. Le vent murmurait à travers les arbres, se mêlant au pas silencieux des agents qui se rapprochaient. « En avant !» signala Karen. L'équipe du FBI pénétra dans la propriété avec une précision rodée. La porte d'entrée fut soufflée en quelques secondes. Des bottes lourdes résonnaient dans un manoir grandiose en apparence, mais glacial jusqu'aux os. Richard Callaway, pris totalement au dépourvu, était assis dans le salon, un verre de whisky à la main. Il n'eut pas le temps de réaliser ce qui se passait lorsqu'il vit l'équipe tactique affluer. Un éclair de panique transperça la colère dans ses yeux. Il saisit un pistolet sur la table basse et tira un seul coup à travers la fenêtre, se précipitant vers le quai privé derrière la propriété où l'attendait un hors-bord. Mais David avait anticipé le mouvement. Lui et un autre agent étaient déjà à la sortie. Callaway le vit, ses yeux brûlants de haine. Il leva l'arme, prêt à tirer. « Lâchez ça !» aboya un agent. Callaway n'obtempéra pas. Il appuya sur la gâchette. La balle effleura l'épaule de David. Presque au même instant, un autre agent tira, frappant directement la main armée de Callaway. Le pistolet s'échappa de sa prise. En quelques secondes, Callaway fut plaqué au sol, les poignets menottés. Pendant ce temps, dans le garage, Travis et Derek furent arrêtés. Là, les agents découvrirent un trésor de documents falsifiés supplémentaires, prouvant encore davantage leur crime. Alors que Callaway était ramené sur ses pieds, son visage déformé par la rage, il fixa David du regard, son regard perçant comme une lame. « Vous venez de signer votre propre arrêt de mort », siffla-t-il, sa voix dégoulinant de haine et de menace. David soutint son regard sans sourciller. « Non. J'ai signé le vôtre. » Karen Douglas s'avança à leur côté. Son visage portait encore de légères ecchymoses, mais ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. « Holt, Hawthorne, dit-elle, son ton ferme mais teinté de soulagement. Cette affaire est close. Maintenant, c'est à votre tour de vivre. » Le lendemain matin, chaque première page portait la même image, Richard Callaway, autrefois un magnate de l'immobilier et du bois intouchable, maintenant pâle et hagard sous la garde fédérale.
Le titre le plus audacieux disait « Callaway à perpétuité, l'empire criminel s'effondre ». Le procès de Callaway et de ses associés captiva le public et la presse comme jamais auparavant. Chaque détail révélé au tribunal abasourdit la ville. Les preuves que David et Claire avaient risqué leur vie pour obtenir la clé USB contenant les faux contrats, les enregistrements audio accablants, le carnet en cuir listant les hauts fonctionnaires complices furent présentés clairement, irréfutablement. Des ondes de choc traversèrent la communauté à mesure que l'étendue du réseau criminel devenait claire. Des politiciens locaux aux officiers de police supérieurs corrompus, des hommes et des femmes autrefois tenus en haute estime se tenaient maintenant au tribunal, tête baissée, plaidant coupables ou se préparant à des enquêtes qui pourraient mettre fin à leur carrière. Richard Callaway, son expression froide comme la pierre, entendit finalement son destin, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le coup de marteau du juge résonna, scellant la fin de l'un des chapitres criminels les plus sombres de la ville. Travis Cole et Derek Voss, ses exécutants les plus loyaux, reçurent chacun 35 ans. Le message du système judiciaire était inéquivoque, aucun pouvoir n'est au-dessus de la loi. Après l'arrestation de Callaway, Claire et Ethan emménagèrent temporairement chez David à Lake Oswego. La maison spacieuse, calme, entourée d'arbres et surplombant le lac scintillant était l'endroit parfait pour eux de retrouver un peu de paix. Pourtant, les premiers jours se passèrent dans un silence pesant. Claire restait sur ses gardes, parfois tressaillant au moindre bruit. Elle vérifiait souvent les serrures et les fenêtres, et gardait Ethan à vue en tout temps. Ethan se retira dans son propre petit monde. Il parlait peu, restant près de Claire ou de David. Ses yeux écarquillés hantés par les hommes qui avaient blessé sa mère. La nuit, les cauchemars venaient, réveillant souvent le garçon en sursaut par ses cris jusqu'à ce que David ou Claire le ramènent au sommeil. David savait que ce n'était pas le moment de précipiter les choses. Il passait ses journées à observer, à écouter, et à faire tout son possible pour que l'espace autour d'eux se sente sûr. Il s'asseyait souvent avec Ethan, lisant des livres, faisant des puzzles, ou simplement étant là en silence. Il ne pressait jamais le garçon de parler, s'assurant seulement qu'il savait que David serait prêt à écouter quand il le voudrait. Sur les conseils de Maria, Claire commença une thérapie. Les séances l'aidèrent à affronter ses peurs, à travailler son traumatisme et à commencer à reconstruire sa confiance en la vie. David rejoignit quelques rendez-vous, non seulement pour apprendre comment la soutenir au mieux, mais aussi pour affronter les cicatrices de son propre passé. Lentement, le silence commença à se rompre. Ethan s'ouvrit un peu. Un jour, alors que David lui lisait une histoire sur un chevalier courageux, Ethan demanda soudain, « Oncle David, es-tu un chevalier ?» David sourit, un rare sourire chaleureux. « Je ne suis qu'un homme ordinaire, Ethan, mais j'essaie de faire ce qui est juste. » Les mots semblèrent planter une graine de confiance dans le cœur du garçon. À partir de ce moment, Ethan commença à faire davantage confiance à David. Il partageait ses rêves, qu'ils soient cauchemars ou bons, et David écoutait patiemment, apaisant ses peurs et l'aidant à imaginer de nouveaux rêves. Claire aussi commença à sortir de sa coquille. Elle aida David à ranger le jardin, plantant de nouvelles fleurs. Elle parlait davantage, partageant ses pensées et ses sentiments avec lui. Ils marchaient ensemble au bord du lac, parlant des plus petites choses, de l'avenir, et même du passé. Un après-midi chaud, alors que David taillait les arbustes, Claire s'assit à côté de lui, ses yeux dérivant vers l'eau. « David, dit-elle doucement, Laura, elle doit être fière de toi. » David leva les yeux, une légère tristesse dans son regard. « J'espère. J'ai appris une dure leçon, parfois, être trop prudent n'est qu'une autre forme de délai. Parfois, il faut agir même quand on a peur. » La création de la fondation Ethan marqua un tournant dans le processus de guérison de Claire, transformant sa douleur en action. Aider les femmes et les enfants dans des situations similaires lui donna un nouveau sens à sa vie. Elle se consacra entièrement au travail, rencontrant des survivantes, écoutant leurs histoires et offrant un soutien réel. Chaque sourire, chaque mot de remerciement de ceux qui ont été aidés, était la plus précieuse des médecines pour son cœur. David se joignit aux efforts de la fondation. Il ne se contenta pas de contribuer financièrement, il utilisa ses connexions pour mobiliser du soutien et diffuser son message. Regarder Claire rester forte et aider les autres fut, à sa manière, une façon pour David de guérir la blessure de la perte de Laura. Il réalisa que même s'il ne pourrait jamais changer le passé, il pouvait aider à créer un avenir meilleur pour les autres. Un matin, Ethan surprit David et Claire en leur racontant un rêve. « J'ai vu ma maman et oncle David comme des héros.
dit le garçon, les yeux brillants. Et il y avait une dame. Elle avait un beau sourire. David et Claire échangèrent un regard, de doux sourires naissant sur leur visage. Ils savaient que c'était Laura. Elle n'était plus une ombre qui les hantait, mais une partie chaleureuse de leurs souvenirs, une source de force pour vivre plus pleinement. Le chemin de la guérison avait apporté à chacun d'eux ces leçons durement acquises. David avait appris à affronter ses peurs, à accepter les erreurs de son passé, et à transformer le regret en carburant pour quelque chose de mieux. Il avait vécu reclus trop longtemps, et maintenant il se permettait d'accueillir à nouveau l'amour et le lien. Claire avait appris à pardonner, non pas parce que ceux qui l'avaient blessée le méritaient, mais parce qu'elle méritait d'être libérée du poids de la haine. Elle a également appris à se pardonner sa peur, les moments où elle s'était sentie faible. Elle a fini par comprendre qu'elle avait toujours été une mère forte, se battant férocement pour son fils. Ethan, le petit garçon pris au milieu de tout cela, apprit que le monde n'était pas fait que de cruauté. Il avait trouvé de bonnes personnes, des gens prêts à le protéger et à l'aimer. Il commença à croire au miracle, à croire en l'espoir. Les cauchemars s'estompaient, remplacés par des rêves d'aventure et de héros. Un après-midi de week-end, David, Claire et Ethan se promenèrent ensemble dans Washington Park. Le coucher de soleil filtrait à travers les arbres, projetant des bandes de lumière scintillantes sur l'herbe. David tenait la main de Claire, et Claire tenait celle d'Ethan. Ils marchaient côte à côte, 3 personnes, 3 vies autrefois fracturées par la douleur, maintenant unies dans une famille sans lien de sang, une famille construite sur la compréhension, la compassion et l'amour. Les cicatrices étaient toujours là sur le corps de Claire, dans le cœur de David, dans les souvenirs d'Ethan, mais elles n'étaient plus des blessures ouvertes. Elles étaient des marques de survie, preuve de la force de l'esprit humain face à l'adversité. Elles leur rappelaient à tous que, peu importe la difficulté de la vie, il y a toujours de l'espoir, toujours un chemin vers la guérison, et toujours une chance de vivre une vie plus pleine et plus significative. Mars à Lake Oswego avait une lumière particulière, non pas la clarté dure de l'été, ni la faiblesse pâle de l'hiver, mais un or doux et chaleureux, comme s'il avait traversé de nombreuses tempêtes et osait maintenant sourire. Ce matin-là, David se leva plus tôt que d'habitude. Il se tenait à la fenêtre du salon, observant la surface calme et lustrée du lac. Depuis que Claire et Ethan avaient emménagé, la maison avait changé. Elle ne résonnait plus des pas solitaires d'un homme, elle était remplie de chaleur, l'odeur du pain grillé le matin, le son du rire d'Ethan quand il jouait avec le chien du voisin, la douce musique de piano que Claire aimait jouer en cuisinant. David entra dans la cuisine. Ethan était déjà à table, vêtu d'un sweat à capuche bleue, les jambes se balançant en rythme. Devant lui se trouvait un cahier quadrillé, ses pages couvertes de lignes sinueuses et d'étranges petits symboles. « Qu'est-ce que c'est, gamin ?» David s'assit, se penchant. « Une carte au trésor. » dit Ethan, les yeux brillants. « Maman et moi allons la trouver cet après-midi. » David sourit. Il savait que le trésor serait probablement quelques cailloux ou un bâton de forme bizarre, mais il savait aussi que c'était la manière d'Ethan de pratiquer à nouveau la curiosité, de croire que le monde contenait encore des choses dignes d'être découvertes. Claire apparut de la chambre, ses cheveux soigneusement attachés. Son visage avait plus de couleur maintenant qu'il n'en avait eu les premiers jours. Elle posa une théière sur la table, l'odeur de menthe flottant dans l'air. « Tu viendras avec nous, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, ses yeux portant une invitation silencieuse. David acquiesça. « Je ne raterai pas une chasse au trésor. » Cet après-midi-là, il portait un petit panier, quelques sandwichs et une bouteille d'eau. Le sentier le long du lac était tapissé de feuilles mortes, l'air portant l'odeur de terre humide et de résine de pin. Ethan courut devant, indiquant des indices qu'il était sûr de mener au trésor. Claire s'agenouilla à côté de son fils, l'aidant à creuser à travers la couche de feuilles sèches. Ils découvrirent une pierre ronde avec une strie rouge naturelle sur sa surface. Ethan rayonna. « La voici. Le trésor. » Il essuya la pierre sur sa chemise, puis la plaça dans la main de David. « Pour toi, parce que tu nous as trouvés. » David se figea un instant. La pierre n'avait aucune valeur pour le monde extérieur, mais pour lui, elle portait le poids de tout un voyage. « Merci, Ethan, dit-il doucement. Je la garderai en sécurité. » Ils s'assirent au bord du lac, la brise créant de douces ondulations sur l'eau. Claire ouvrit le panier et distribua les sandwichs. Personne ne parla du passé, mais tous 3 ressentirent la paix rare de ce moment.
J'avais l'habitude de penser, dit Claire après un moment, que si tout cela se terminait un jour, je partirais, j'irais loin, ne reverrais plus jamais personne que je connaissais. Mais maintenant, elle regarda Ethan, mordant dans son sandwich, puis David. Je pense qu'il y a des gens qui méritent qu'on reste. David ne répondit pas tout de suite. Il pensa à la promesse qu'il s'était faite, ne plus jamais laisser personne affronter ça seul. Peut-être que rester était une façon de tenir cette promesse. Ce printemps-là, la Fondation Ethan organisa un petit séminaire à Portland, invitant des femmes et des enfants ayant subi des violences domestiques. Claire se tenait sur la scène, sa voix plus posée que jamais. Elle ne raconta pas les détails de ce qu'elle avait enduré, mais parla de la façon dont elle et son fils avaient un jour cru qu'ils ne seraient jamais en sécurité jusqu'à ce qu'un étranger choisisse de se tenir à leur côté. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, dit Claire, ses yeux se posant sur les sièges où David et Ethan étaient assis. Mais nous pouvons choisir comment nous vivons après. Et peut-être qu'un jour, vous serez celui qui tendra la main à quelqu'un d'autre. Les applaudissements qui suivirent ne furent pas retentissants, mais ils furent chaleureux, assez chaleureux pour que quelqu'un dans cette pièce se sente un peu moins seul. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, Ethan était assis dans le salon, coloriant, et demanda, « Oncle David, le trésor est-il toujours de l'or et de l'argent » David s'assit à côté de lui et sortit de sa poche la pierre qu'Ethan lui avait donnée. Non. Parfois, le trésor est la personne que tu trouves quand tu pensais avoir tout perdu, ou le moment où tu réalises que tu es en sécurité. Ethan resta silencieux un moment, puis posa sa tête sur l'épaule de David. Alors je crois que j'ai déjà trouvé le mien. Le printemps sur les Oswego avançait lentement, comme s'il hésitait à quitter ses jours calmes. Mais David, Claire et Ethan savaient une chose, la paix ne venait pas d'elle-même. Elle était le fruit de choix courageux, d'un pas en avant quand il aurait été plus facile de s'éloigner, et de savoir chérir chaque petit moment qu'il pensait autrefois ordinaire. Quand le soleil se couchait, sa lumière dorée se répandait sur le lac. David regarda les deux personnes à côté de lui, il savait qu'il n'avait plus besoin de chercher d'autres trésors, car le plus grand trésor, il l'avait déjà trouvé. Des années plus tard, l'été à Portland portait toujours cette lumière dorée et brillante du soleil, filtrant à travers de vieux arbres et se répandant sur la rue tranquille devant le centre de soutien aux victimes que dirigeait maintenant Ethan Holt. La vieille porte en bois s'ouvrit en grinçant, et un garçon d'environ 13 ans entra, de petite corpulence, les manches baissées pour cacher les ecchymoses sur ses poignets. Ethan, 25 ans, grand et posé, triait des papiers à la réception. Il leva les yeux, son regard rencontrant les yeux effrayés du garçon. Sans le presser, sans poser de questions, Ethan sortit simplement une chaise, versa une tasse de chocolat chaud et la posa devant lui. « Tu n'as rien à dire, » dit Ethan, sa voix calme et chaleureuse. « Sache juste que tu es en sécurité ici. » Le garçon resta silencieux pendant un long moment avant de lever les yeux. Dans ses yeux remplis de larmes, Ethan vit son propre reflet des années auparavant, cette nuit de pluie battante, sous la lueur d'une lumière mourante dans l'entrepôt 47, quand un étranger l'avait sorti de l'obscurité. Ce souvenir ne s'était jamais estompé, et il n'était plus un fantôme, c'était la raison pour laquelle il était là aujourd'hui. Il sourit faiblement, glissant la main dans la poche de sa chemise pour en sortir une petite pierre grise avec une strie rouge naturelle, polie par le temps. C'était le trésor qu'Ethan avait jadis donné à David, et que David avait gardé le reste de sa vie, jusqu'au jour où il le lui avait rendu comme un témoignage de confiance en partant. « Ceci est mon trésor, » dit Ethan, plaçant la pierre dans la main du garçon. « Il y a des années, quelqu'un me l'a donné quand je pensais avoir tout perdu. Maintenant, je te la donne, pour te rappeler que quelqu'un croit que tu y arriveras. » Le garçon referma ses doigts autour de la pierre, acquiesça d'un petit signe de tête, ses lèvres tremblantes, mais il ne fixait plus le sol. Dehors, par la fenêtre, le coucher de soleil transformait la rue en miel fondu. Ethan resta silencieusement à regarder la lumière s'estomper, se sentant comme si David était toujours appuyé contre l'encadrement de la porte quelque part, souriant avec fierté. Il savait que le cercle de la bonté venait de gagner un autre maillon, de David à lui, et maintenant à quelqu'un d'autre. Certains cadeaux ne perdent jamais leur valeur, une main tendue au bon moment, quelques mots suffisants pour faire croire à quelqu'un qu'il mérite de continuer. Ethan savait qu'il continuerait à faire cela, non pas parce qu'il était un héros, mais parce qu'il avait lui-même été un enfant ayant besoin d'être sauvé. Parce qu'au final, la chose la plus forte n'est ni le pouvoir ni l'argent, c'est la capacité à faire croire à quelqu'un qu'il n'est pas seul. Et quand cette croyance existe, les ténèbres ne vaincront jamais vraiment la lumière.
3 mois après qu'Ethan ait remis le trésor aux garçons du refuge, Portland est entré dans la saison des pluies d'automne. La pluie ne martelait pas comme cette nuit-là à l'entrepôt numéro 47, mais elle tombait régulièrement, imprégnant les rues sombres, humides et pavées de briques. Ce soir-là, Ethan resta au centre plus tard que d'habitude. Il rangeait le classeur, le froissement du papier se mêlant au son de la pluie sur le toit en tôle. La lumière du couloir se répandait sur le sol, projetant une bande d'or tamisée. À exactement 20h17, on frappa à la porte, 3 coups, irréguliers, pas le coup pressé de quelqu'un cherchant un abri contre la pluie, mais lent, comme si la personne à l'extérieur pesait chaque contact contre le bois. Ethan ouvrit la porte. Un homme se tenait là, quelque part après la quarantaine, vêtu d'un manteau sombre, la capuche rabattue sur son visage. Sous la lumière, il semblait avoir marché longtemps, chaussures trempées, souffle fumant dans l'air frais. « Vous êtes Ethan Holt ?» La voix était profonde, rauque. Ethan acquiesça. « Oui. Avez-vous besoin d'aide ?» L'homme jeta un coup d'œil vers la rue. Un SUV noir était garé à plus de 2 pâtés de maison, phares éteints, mais Ethan pouvait distinguer la silhouette de quelqu'un à l'intérieur, qui observait. « Il me cherche », dit l'homme doucement, une main cachée dans la poche de son manteau, tremblant légèrement. « Et ma fille ?» Ethan baissa les yeux. Derrière l'homme se tenait une petite fille, d'environ 8 ans, les cheveux mouillés, serrant une poupée de chiffon. Ses yeux écarquillés étaient exactement comme ceux d'Ethan il y a des années, à la fois peur et l'espoir désespéré d'une promesse. Ethan s'écarta, tenant la porte ouverte. « Entrez. » Alors que la porte se refermait, il réalisa que son rythme cardiaque s'était accéléré, non par peur, mais parce qu'il savait que le cercle était sur le point de se refermer avec un maillon supplémentaire. Dehors, le SUV noir restait immobile, mais Ethan gardait les yeux fixés sur l'homme et la fille devant lui. Il se souvint de ce que David lui avait dit une autre nuit pluvieuse, « Parfois, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as qu'une seule chance. Soit tu avances, soit tu la laisses filer. » Ethan sortit son téléphone et tapa un court message à un numéro qu'il n'avait jamais supprimé, « Maria, j'ai besoin de ton aide. » L'histoire de David Osorn et Claire Holt n'est pas seulement le cheminement pour abattre un empire souterrain. C'est l'histoire d'un homme qui a un jour manqué l'occasion de sauver sa sœur, maintenant prêt à tout risquer pour ne jamais refaire la même erreur. Parfois, ce qui sauve la vie d'un enfant n'est ni l'argent ni les balles, mais quelqu'un d'assez patient pour écouter et d'assez courageux pour se tenir entre eux et le danger. Personne n'est prêt à marcher dans l'obscurité pour quelqu'un d'autre, mais ce qui compte n'est peut-être pas de savoir ce qui va arriver. C'est de trouver le courage d'avancer quand tout instinct vous dit que si vous ne le faites pas, il sera trop tard. Que pensez-vous du choix de David? Si vous étiez à sa place, vous seriez-vous détourné ou seriez-vous entré dans l'entrepôt 47? Et si vous ou quelqu'un que vous connaissez portait un secret trop lourd à partager, n'oubliez pas que personne ne devrait avoir à l'endurer seul. Je suis là, lisant chacun de vos mots, et j'écoute vraiment.